Merci beaucoup François-Marie pour l'invitation. Donc je vais parler d'émissions négatives, malgré le terme, on reviendra dessus, et des nouvelles méthodes qu'on est en train de déployer, et notamment de l'écosystème des startups en France. Je vais juste commencer par me présenter. Pour que vous compreniez d'où je parle, c'est important, je pense, toujours de le faire. À la base, je travaillais en biogéochimie sur le sujet de la biominéralisation, donc la capacité d'organismes vivants à convertir le CO2 en minéraux, les coraux, tout ça, vous connaissez. Et j'avais un projet de recherche qui est devenu un projet de start-up, puisque c'était de la recherche appliquée à la capture de CO2. Et donc, ça m'a amené à tout cet écosystème que je vais vous présenter. Donc moi, je suis, en plus donc de mon rôle de fondatrice et de présidente de ma start-up, membre du board d'une association qui s'appelle l'AFEN, l'Association française des émissions négatives. Son rôle, c'est d'accélérer le développement des filières d'élimination du dioxyde de carbone en France. Donc on appelle ça du CDR en anglais, en français on appelle ça de l'EDC. Et on soutient et on essaye de promouvoir à la fois les nouvelles méthodes, les méthodes hybrides et les méthodes fondées sur la nature, avec pour mission de sensibiliser, c'est-à-dire de parler de ces sujets-là, de structurer, c'est-à-dire de permettre les échanges nécessaires entre les startups, les entreprises, etc., et de mobiliser, autrement dit, parler aux décideurs. Alors, avant toute chose, même si on a un peu parlé de tous ces sujets-là, je vais faire quelques petites distinctions. Je passerai vite sur les sujets qui ont déjà été abordés avant. Il ne faut pas confondre élimination du carbone, donc CDR, avec le CCU et CCS, donc la capture de carbone en point de source avec soit de l'utilisation, soit du stockage. Donc, dans un cas, par exemple, on va prendre le CO2 dans l'atmosphère et le transformer en fuel, et ça va être réémis dans l'atmosphère. Ça, c'est pas de l'élimination du carbone. Et puis la capture en point de source sur une usine qui injecte le CO2, ça évite son émission. Ce n'est pas de l'élimination du carbone. Un autre point aussi par rapport au captage naturel par des puits existants, c'est absolument important pour qu'on puisse déterminer que c'est l'élimination du carbone, qu'il y ait de l'additionnalité. C'est-à-dire que si on va quelque part où il y avait un arbre et qu'on empêche de supprimer cet arbre, ce n'est pas de l'élimination du carbone, c'est juste du maintien d'un stock. Il n'y a pas d'additionnalité dans ce cas-là. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, l'élimination du carbone est absolument inévitable pour atteindre net zéro. Et je pense que c'est de là aussi que vient le terme émission négative. On oublie souvent que net zéro, ce n'est pas zéro, c'est-à-dire qu'on n'envisage pas de réduire à zéro nos émissions. On sait que c'est impossible. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir compenser les émissions résiduelles par de la capture. Donc il va y avoir du positif, des émissions positives, et du négatif, des émissions négatives. C'est vraiment ça l'important à retenir. Je vais vous donner un exemple industriel qu'on oublie souvent, la fabrication du ciment. Donc, parmi toutes les solutions pour réduire les émissions, il y a l'électrification, changer les fuels, etc. Il y a certains processus industriels, comme la fabrication du ciment, qui reposent sur le fait de brûler des roches, et le CO2 vient des roches. Et donc, on ne sait pas comment réduire ces émissions-là. Donc, quand on se pose la question de qu'est-ce qui se passe si on n'atteint pas nos objectifs de réduction, en fait, nos objectifs de réduction ne sont même pas d'atteindre zéro. On sait qu'on ne pourra pas le faire. Donc, ce n'est pas la question. On sait absolument qu'il va falloir déployer de l'élimination du carbone si on veut atteindre net zéro. Et c'est plutôt ça la question. Je passe aussi sur les ordres de grandeur. Donc, moi, j'ai pris un chiffre un petit peu plus grand pour les émissions puisque j'ai pris tous les gaz à effet de serre. Donc, c'est 59 gigatonnes par an. Le gros de ce qu'il faut faire, ce sont des réductions d'émissions. Donc, il va falloir passer à approximativement 9 gigatonnes équivalent CO2 par an.
Et donc ce qu'on évalue, ce que la communauté scientifique évalue, c'est qu'il va falloir réduire les émissions résiduelles de 9 gigatonnes par an approximativement, ce qui nous permettra d'atteindre net zéro, ce qui nous permettra de respecter les accords de Paris si c'est déployé à temps, puisque le climat se réchauffe, plus le temps passe, plus le climat se réchauffe, on peut atteindre net zéro à 4 degrés de réchauffement, par exemple. Donc la question de la vitesse à laquelle on déploie ces solutions est importante. Et pour revenir aussi sur une question importante, pourquoi ne pas uniquement utiliser des solutions fondées sur la nature, qui est, je pense, quelque chose qui est comme une pensée d'instinct qu'on a, puisqu'on voit tous les avantages d'un point de vue de la biodiversité de ces solutions-là. Alors, on l'a vu, les puits naturels souffrent déjà du changement climatique. Certaines solutions comme l'afforestation, donc ce n'est pas la reforestation. Il y avait une forêt, on l'a coupée, on remet une forêt à cet endroit-là, c'est de la reforestation. L'afforestation, c'est de mettre des forêts là où il n'y en avait pas. On change l'écosystème. D'ailleurs, dans le rapport du GIEC, on décrit bien clairement que changer un écosystème, ce n'est pas une solution fondée sur la nature. Donc l'afforestation, elle présente des limites écologiques. Et puis, les méthodes nouvelles et hybrides ont besoin de moins de surface que ce qu'il faudrait pour capter tous ces 9 gigatonnes avec des surfaces terrestres. Et elles sont plus permanentes. Donc ça, c'est un sujet vraiment important. Et le sujet de ce qui est durable et ce qui est permanent. Donc, pour que les émissions négatives, pour que la capture de CO2 ait un effet réel, on y reviendra, il faut qu'on fasse ces éliminations de manière durable ou permanente. Je prends l'exemple du château de Versailles. Donc, il y a du carbone qui est stocké à différents endroits à Versailles. Il y a du carbone qui est stocké de manière permanente dans les calcaires, qui sont d'âge éocène, 40 millions d'années, les briques qui fabriquent le château. Ça, c'est stocké de manière permanente. Mais en fait, il y a un stock de carbone aussi dans les jardins depuis approximativement 400 ans. Il y en a eu plein des crises économiques. C'est quand même quelque chose qu'on arrive à maintenir. Donc souvent, quand on a l'impression que ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de faire en tant qu'humain, de maintenir des stocks de carbone comme ça dynamiques, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Il faut qu'il y ait une forme de sacralisation. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de passer la tondeuse à Versailles. En fait, il faut qu'on prête cette valeur-là aux écosystèmes et qu'on maintienne toutes nos pratiques de manière durable quand c'est nécessaire, ou alors qu'on utilise des technologies permanentes. L'importance, elle est cruciale de cette permanence ou durabilité, puisque si on capte le carbone de manière temporaire et qu'il est réémis 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 50 ans plus tard, on n'atteint jamais net zéro, on ne stabilise jamais le climat. Mais l'autre chose qui est importante à comprendre, c'est qu'on peut stabiliser le climat. Donc on a souvent l'impression qu'on est dans un réchauffement infini et que le temps de réponse du climat est très long. En fait, le temps de réponse qui est long, c'est celui de nos sociétés. C'est les humains qui ne veulent pas changer leurs pratiques. Mais par contre, ce qui est démontré, c'est qu'en quelques décennies, une fois qu'on stabilise les émissions, on stabilise aussi le climat. Donc il y a un intérêt à agir et à agir vite. Donc on a plusieurs méthodes d'élimination du CO2 qui existent. On a déjà vu pas mal de choses sur les méthodes fondées sur la nature que je ne vais pas couvrir. Et je vais vous parler un petit peu plus des méthodes hybrides, qui sont donc des processus naturels renforcés, et les méthodes nouvelles ou dites méthodes technologiques. En général, toutes ces méthodes-là ont une permanence réellement entre 300 ans à plus que 1000 ans. Donc c'est vraiment ce dont on a besoin au-delà des pratiques durables. Alors les méthodes hybrides, elles s'inspirent du cycle naturel du carbone et elles reposent souvent sur des pratiques existantes. Donc vous avez le RW l'Enhanced Rock Weathering, donc c'est vraiment cette idée de prendre des roches et de les épandre pour profiter de la capacité de capture des roches. Ça s'appelle l'alcalinité, donc répandre de l'alcalinité, augmenter l'alcalinité. La fabrication de biochars, l'enfouissement de biomasse,
l'enfouissement d'algues, l'amélioration de l'alcalinité des océans et des rivières, donc qui est un petit peu la même pratique que la première dont j'ai parlé, et puis la fertilisation des océans. Donc tout ça, c'est classé dans la catégorie méthode hybride, mais attention, il y a certaines méthodes type fertilisation des océans qui ont un niveau de maturité qui est plus que faible, je dirais. Il y a beaucoup de démonstrations scientifiques que ce sont des méthodes problématiques. Qui mènent, comme on l'a vu, à pas du tout du stockage de CO2. Donc, ce n'est pas parce que ces méthodes sont présentées comme les méthodes hybrides que c'est des méthodes qu'on veut déployer ou qui ont un effet effectivement positif. Les méthodes hybrides, en général, elles sont limitées par les ressources. Le biochar, quand on va brûler de la biomasse, c'est limité par la biomasse disponible. L'épandage de roches, c'est limité par les roches. La culture d'algues en mer, c'est limité par les nutriments. Je vais vous montrer un exemple des exemples de start-up qui se déploient en France sur ces thématiques-là. Donc, sur l'Enhanced Rock Weathering, l'augmentation de l'alcalinité des sols, on a une start-up qui s'appelle ClimeRock en France qui va utiliser des roches alcalines d'origine volcanique. On a aussi une start-up qui s'appelle Pronoé qui va augmenter l'alcalinité des océans. En fait, ces méthodes, comme je disais, elles reposent sur des méthodes qui sont un petit peu connues. Par exemple, en agriculture, ça fait longtemps qu'on prend des roches, qu'on les broie et qu'on les épand. Ça s'appelle du cholage. Ça permet de contrôler le pH des sols. Là, l'idée, c'est de remplacer les calcaires par des roches qui ne contiennent pas du CO2, qui ne risquent pas de réagir avec l'acide des sols et qui ne vont que faire de la capture de CO2 et en plus amener des nutriments comme le phosphore. C'est un peu le cas aussi pour l'augmentation de l'alcalinité de l'eau. Il y a une technique qui existe depuis des années qui s'appelle l'alcalinisation dans les usines de traitement de l'eau. Et c'est exactement, par exemple, ce que fait Pronoé. Donc il y a un seuil critique qu'on doit atteindre dans les usines de traitement de l'eau. Et puis Pronoé va augmenter pour atteindre le seuil, le pH de l'eau de mer. Et comme ça, on va avoir un captage de CO2 et qui va permettre d'avoir un impact positif sur le climat. Le biochar, qui est donc une de ces dernières méthodes hybrides, qui correspond à la pyrolyse de la matière organique, qui a été longtemps utilisée en agriculture aussi dans diverses sociétés. En France, on a une entreprise qui s'appelle Net Zero, qui a livré, il me semble, au-delà de 1000 tonnes de capture de CO2. Voilà. Et puis on a aussi les méthodes donc, technologiques. Ces méthodes-là, elles vont recouvrir des technologies comme le DAC, la capture directe dans l'atmosphère. On a plusieurs startups en France qui déploient ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser des sorbants chimiques qui vont réagir avec le CO2. Et puis on va pouvoir relarguer ce CO2 qui sera concentré et injecté en profondeur. Et le BECS, dans ce cas-là, on va brûler de la biomasse, capter ce CO2 et l'injecter en profondeur. Le BECS est souvent favorisé dans les scénarios, par exemple, du GIEC, parce qu'il apporte un revenu, puisqu'on génère de l'énergie en même temps. Ce sont des méthodes technologiques, elles sont donc limitées aussi par les ressources, notamment les ressources dont on a besoin pour stocker le CO2, et par l'énergie dont on va avoir besoin pour les déployer. Et le stockage, c'est un sujet important. Donc, une fois qu'on a capté ce CO2, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il y a deux voies principales. Soit l'injection dans des puits profonds. C'est aussi quelque chose sur lequel on a de la maturité, puisque malheureusement, c'est une pratique qui existe d'injecter du CO2 pour extraire plus de pétrole. Ça s'appelle EOR, et on a beaucoup de connaissances sur ce sujet. En tout cas, ça veut dire que c'est quelque chose qui est non seulement possible à faire, mais déjà en train d'être déployé. Il y a notamment un projet qui va avoir lieu bientôt dans le bassin parisien de BECS, donc de capture de CO2, de capture de CO2 après combustion de matière organique avec injection dans l'aquifère. Et puis la deuxième voie principale de stockage, c'est la minéralisation. En fait, il y a tout un tas de minéraux dans la nature, mais aussi de résidus industriels qui peuvent être utilisés
car ils sont capables de capter le CO2. Ils sont alcalins. Et donc, on va pouvoir faire réagir le CO2 avec ces minéraux et donc stocker de manière permanente le CO2 de cette manière. Pareil, on a plusieurs startups qui travaillent sur ce sujet en France. Et puis des voies hybrides, donc là, c'est en l'occurrence ma startup, Blue Mineral, où on fait et de la capture et de la minéralisation. En l'occurrence, on va prendre des déchets de ces industries, du ciment, du béton, de l'industrie de la soude, qui ont cette capacité de capture de CO2. On va les faire réagir avec l'eau de mer et l'atmosphère, ça va capter le CO2. Et dans l'eau de mer, on va avoir des organismes biominéralisateurs qui vont prendre le CO2 et le transformer en petits cristaux qui ont en plus des propriétés intéressantes et qui permettent de remplacer le ciment étant quelque chose de très émissif. Donc on va pouvoir générer des réductions d'émissions tout en faisant de la capture de CO2. Je pense que c'est important de revenir donc sur ce qui est réellement accompli aujourd'hui, les ordres de grandeur. Donc on est à peu près 2 gigatonnes, comme on l'a dit, sur les méthodes naturelles, et on est à 0,0014 gigatonnes avec les méthodes nouvelles et hybrides. Donc on est au tout début du déploiement de ces technologies. Elles sont pourtant nécessaires, comme démontré précédemment. Si on regarde un petit peu le type de technologies qui sont déployées aujourd'hui, qui livrent effectivement de la capture de CO2, les 2 grandes catégories, c'est le biochar et les BECCS, puisqu'on a un accès qui est beaucoup plus simple à la biomasse, que c'est des technologies qui sont déjà bien matures. En France, on a des organismes qui vérifient tous ces sujets-là. On a parfois l'impression qu'il n'y a aucune surveillance de ces sujets. Donc, à l'échelle notamment plutôt internationale, mais européenne, on a l'ICROA, qui est un organisme qui va accréditer les crédits carbone avec des certificateurs, donc des organismes comme Puro, comme Isométrique, qui vont venir étudier les processus déployés par les startups, valider ou non ces processus, et ensuite l'ICROA va pouvoir valider ça. On a aussi d'autres organismes comme le SBTI, Science Based Targets, qui va évaluer la voie de décarbonation des entreprises, et le SBTI recommande, une fois que les réductions d'émissions sont faites, c'est-à-dire la roadmap de réduction d'émissions est déployée, de faire appel aussi à de l'élimination du carbone. On a aussi un encadrement, en fait. Donc les accords de Paris encadrent les échanges de crédits carbone entre les États. Et en ce moment, à l'Union européenne, il y a une consultation dans l'optique de rendre compatible l'élimination du carbone avec le marché des crédits carbone régulés à l'horizon 2030. La capacité de l'élimination du carbone, ça c'est un sujet vraiment important. Alors on a de la chance, en France, on a un groupe qui s'appelle Carbon Gap, qui est international, mais qui a un scientifique français dedans qui s'appelle Sylvain Delers, qui a d'ailleurs fait sa thèse avec Jacques Schott, qui a fait toute une étude avec son groupe sur les capacités réelles en France, en prenant en compte les limites dont je vous ai parlé, c'est-à-dire pour la biomasse, quelle est la biomasse disponible pour faire du biochar? Pour les roches, quelles sont les roches disponibles qu'on peut extraire pour toutes les technologies qui utilisent de l'énergie? Quelle est l'énergie qu'on pourra utiliser pour ça par rapport à toute l'énergie dont on aura besoin dans le futur? Et donc comme ça, et en se limitant au territoire français, donc ça c'est important, il n'y a pas d'importation de quoi que ce soit, on se limite aux frontières françaises, ils ont pu évaluer combien de CO2 pouvait être éliminé comme ça. Et donc, on a une capacité, effectivement, d'atteindre net zéro en France et même de dépasser un petit peu si on prend un scénario de référence, c'est-à-dire qu'ils ont fait 3 scénarios, et le scénario de référence dépasse déjà ce dont on a besoin pour atteindre net zéro en France.
Et puis, si il y a plus d'ambition dans le déploiement, on pourra même le dépasser. Il y a des États, des pays qui ont plus ou moins de capacité à faire de la capture de CO2. C'est aussi une forme de responsabilité. En France, on a beaucoup de territoires marins, on a beaucoup de roches alcalines aussi, on a une industrie qui génère beaucoup de déchets alcalins, et donc on a une capacité de faire ce déploiement que d'autres pays n'auront pas. On a, pour faire ces éliminations de 76 millions de tonnes de CO2 par an, qu'on est capable de faire, besoin d'environ 15 à 25 milliards d'euros par an. Donc 15 à 25 milliards, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup aussi si on compare à d'autres champs de dépenses. Et c'est une vraie question, d'où va venir cet argent ? Donc pour l'élimination du carbone, qui paye ? Aujourd'hui, on a la capacité de vendre des crédits carbone, à condition qu'ils soient vérifiés et validés, sur un marché qui s'appelle le marché volontaire des crédits carbone. Donc c'est vraiment sur la base du volontariat. On a 900 000 tonnes qui ont été livrées, c'est-à-dire des tonnes qui ont été achetées et du CO2 qui a été capté. Donc c'est ce qui a été livré. Il y a 26 millions de tonnes qui ont été commandées pour les années à venir. Et le gros des tonnes livrées correspond au biochar et au DAC. Le gros des tonnes achetées, pardon. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les acheteurs, les différents acheteurs. Donc aujourd'hui, le plus gros acheteur de crédit carbone, c'est Microsoft. Donc c'est des entreprises en fait, qui ont un gros revenu par rapport à leur impact carbone. Donc ça ne leur coûte pas très cher d'avoir cette stratégie-là. Il y a aussi un acheteur que vous voyez tout en bas du tableau, Equinor, qui est une entreprise d'oil and gas. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment important pour nous, c'est-à-dire que les émissions négatives, elles sont là pour réduire les émissions résiduelles. Tout ce qui peut être électrifié, c'est-à-dire ne plus utiliser des carburants, c'est en aucun cas... si quelque chose peut être électrifié, et donc on peut éviter d'utiliser des carburants, ça veut dire que ça ne correspond pas à des émissions résiduelles. Donc le fait que l'industrie du pétrole puisse utiliser des crédits carbone pour redorer son blason, c'est une chose, mais ça ne pourra pas être considéré comme un offset. Les émissions négatives sont là pour les émissions résiduelles. Une chose quand même, c'est que ces pétroliers connaissent toute la technologie d'injection du CO2. Donc c'est aussi une illusion de croire qu'on pourra faire totalement sans eux. Nous, à la fin, la manière qu'on a de se prémunir de cette complication, c'est de dire que nos membres ne peuvent être que des membres qui ont une stratégie de décarbonation alignée avec les accords de Paris, ce qui n'est pas le cas des grosses boîtes pétrolières, à l'heure actuelle, à ma connaissance. Mais en tout cas, c'est un sujet important auquel on fait très attention. Qui finance le déploiement de ces technologies? Donc là, on parle de recherche, de compréhension de technologies. Donc c'est principalement des financements dans des laboratoires, donc c'est de la recherche académique, mais aussi les achats. Ce que vous venez de voir en fait sur l'argent qui est dépensé par ces entreprises aujourd'hui, en fait c'est de l'argent qui est dédié à de la recherche sur ces solutions. Donc c'est de l'argent privé qui vient financer cette recherche dont pourtant on a tous besoin. Il y a eu quand même pas mal de projets de recherche qui ont été financés autour de la capture de CO2 ces dernières années. Je ne vais pas aller dans le détail. Mais on voit que ces financements, ils augmentent au fur et à mesure. Il y a entre autres 4 pour 1000, etc. Bientôt un financement là en septembre dédié au projet de capture de CO2. Donc on va avoir normalement, j'espère, de plus en plus de financement sur ce sujet-là. Et maintenant, un autre sujet, non pas le développement des technologies, mais celui des startups. Une fois que la technologie peut faire l'objet d'une entreprise, alors ça devient un autre sujet. Donc, qui finance le déploiement de ces startups? Ce sont les achats. Ce sont les États et les banques d'État. Donc, par exemple, en France, on a la Banque publique d'investissement qui investit dans les startups, y compris celles qui font de la capture de CO2.
et aussi les fonds d'investissement privés français et internationaux. Et souvent, une question qui est posée, c'est pourquoi est-ce que des fonds d'investissement vont investir dans de la capture de CO2 ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est une question de compétitivité économique et de résilience de l'économie. On a voté des lois, même à l'échelle de l'Union européenne, pour faire de la réduction d'émissions, ce qui veut dire que les pollueurs vont payer leurs émissions de CO2, ce qui veut dire qu'il va y avoir une répercussion de ces coûts sur les produits. Par exemple, le ciment va doubler de prix, même augmenter davantage. Je rappelle qu'il y a des émissions impossibles à abattre. Donc, il y a une part qui va pouvoir être réduite juste en réduisant les émissions, et puis il y a une part qui sera là, qui va augmenter les coûts. Et donc d'avoir des technologies qui permettent de réduire les émissions, c'est un moyen de maintenir la résilience de l'économie. Il y a des fonds aussi dits à impact. Donc quand vous devez faire vos placements d'argent et qu'on vous demande si vous voulez mettre votre argent dans des fonds à impact, ils vont rapporter moins d'argent. Donc parfois c'est un peu difficile de faire ce pas-là. Il faut le faire. Ça veut dire que c'est des fonds qui ne vont pas aller pour financer des investissements type oil and gas, etc., mais qui doivent avoir un impact positif. Et il y a une importante vérification qu'il y a aussi des co-bénéfices qui sont apportés par ces technologies. Et puis, évidemment, une perspective de retour sur investissement, même si ça rapporte moins que certains autres placements dans le luxe ou quoi. Il y a un retour sur investissement puisqu'on arrive à faire fonctionner des modèles où on va pouvoir monétiser. Et donc, on parlait par exemple de cette question sur les haies. C'est quelque chose qu'il faut en fait réussir à faire, trouver comment faire une réallocation des capitaux vers ces activités-là. Et donc les crédits carbone, c'est vraiment cet outil-là qui permet de prendre l'argent là où il est et de le mettre dans ces activités qui vont créer des stocks de CO2. La communauté scientifique n'est pas désengagée du tout de ces sujets-là. Donc il y a de la création de connaissances sur les nouvelles méthodes. J'ai mis ici les logos de différents instituts qui soit travaillent sur des sujets, soit hébergent des startups, soit travaillent avec des startups sur ces sujets-là. Il y a aussi des entreprises privées. Nous, on a des interactions, par exemple, avec Suez qui va pouvoir vérifier si nous, notre technologie ne génère pas des nouveaux déchets qui sont problématiques. Donc, on a un engagement à la fois de la R&D et à la fois de la communauté scientifique pour évaluer les capacités de ces technologies. Et donc en France, on a un écosystème complet qui se développe avec des startups qui sont donc capables de faire de l'élimination de carbone, d'autres startups qui font de la vérification et des entreprises qui vont soutenir ces startups et à long terme probablement incorporer ces processus dans leur chaîne de valeur. Si on est capable demain de générer un ciment négatif en carbone, alors un cimentier a tout intérêt à adopter cette technologie. Ce que je voulais préciser, c'est que le niveau de développement où on en est en France aujourd'hui, c'est l'échelle du laboratoire, l'échelle du pilote pour certaines startups. Donc on est à l'ordre du kilogramme, des milliers de tonnes maximum. Pour net zéro, par exemple, c'est cet ordre-là. On est loin encore des déploiements qui sont nécessaires, mais c'est quelque chose qui avance extrêmement vite. Voilà, je vous remercie pour votre attention.